Je ne vole pas les maris. Je les collectionne. Les foyers se brisent, les femmes pleurent, et je repars plus riche à chaque fois. Je veux dire, pourquoi courir après des garçons quand je peux posséder des rois? Les épouses pleurent, les maris supplient, et moi, Vera, je gagne toujours le jeu. Vera était le genre de femme qui faisait tourner les têtes sans effort. Chaque pas qu'elle faisait était délibéré, chaque sourire calculé. Elle ne s'intéressait pas aux chansons d'amour ou aux cloches de mariage. Non, Vera avait les yeux rivés sur autre chose entièrement. Les hommes mariés. Dès le jour où elle a eu 23 ans, elle a fait un vœu silencieux. Je ne serai jamais la femme qui pleure à cause d'un mari infidèle. Au lieu de cela, elle serait la femme dont les épouses chuchotaient derrière les portes closes, celle qui portait l'affection de leur mari comme un sac de créateur. À 28 ans, Vera vivait dans un appartement luxueux, niché dans l'une des parties les plus riches de la ville. Son dressing était un musée de soie, de dentelles et de bijoux scintillants, cadeaux d'hommes qui rentraient chez des épouses qu'il regardait à peine désormais. Tout le monde l'avait mise en garde. Sa mère, une femme de profonde foi, l'avait assise à plusieurs reprises. Vera était son unique enfant, pour qui elle avait tout sacrifié pour la faire étudier. Pourtant, elle avait décidé d'être une briseuse de foyer. « Ma fille », suppliait-elle, serrant les mains de Vera comme si elle lui échappait. « Ce que tu sèmes, un jour tu le récolteras. Aucune joie ne vient de bâtir ta vie sur les larmes des autres. » Vera souriait seulement, calme et indifférente. « Maman, je n'ai pas l'intention de me marier. Je ne veux pas d'un mari que quelqu'un d'autre couchera avec. Mieux vaut que je reste libre. Mieux vaut que je sois la tempête plutôt que la victime. D'ailleurs, qui vous a dit qu'il y a un Dieu? Il n'existe pas un tel être que Dieu. Alors ne t'inquiète pas pour l'enfer pour moi. » Sa mère la regardait avec pitié avant de la laisser à sa décision et à ses conséquences. Ses amis essayèrent aussi, lors de brunch, pendant des virées shopping, lors d'appels tardifs alimentés par trop de vin. « Vera, c'est dangereux. Le karma a une longue mémoire, » murmura un jour Amaka à travers la table. Vera riait seulement, faisant tourner son mimosa. « Je suis le karma, » répondit-elle. Dans son monde, l'amour était une transaction, le mariage une blague, et la loyauté un mythe. Elle se vantait de l'art de la séduction, d'être l'échappatoire pour des hommes ennuyés et vieillissants qui confondaient luxure et amour. Certaines nuits, elle s'allongeait dans son lit king size, comptant les chaussures de créateur alignées soigneusement contre son mur, se sentant puissante, intouchable. « Je ne suis pas la folle, » se disait-elle. « Je suis la joueuse. » Mais au fond, dans les coins tranquilles de son esprit qu'elle osait à peine visiter, il y avait une inquiétude, un écho creux qu'aucune somme d'argent, aucune promesse murmurée, aucun collier incrusté de diamants ne pouvait tout à fait faire taire. Pourtant, Vera avançait, le cœur blindé, la mission claire, laisser une traînée de foyer brisée derrière elle, parce qu'elle croyait que le monde ne lui devait aucune gentillesse, et qu'elle ne lui en devait aucune en retour. Vera devint plus audacieuse avec le temps. Ce n'était plus seulement pour les cadeaux, les sacs de luxe, les liasses d'argent, les vacances surprises à Dubaï. Cela devint une faim, une satisfaction malsaine. Chaque fois qu'elle entendait parler d'une femme qui pleurait à cause d'elle, elle se sentait puissante, comme si elle avait percé le code secret de la vie. « C'est soit tu brises, soit tu es brisée », murmurait-elle pour elle-même, enfilant une nouvelle paire de talons pour un autre dîner interdit. L'une de ses conquêtes les plus fières fut Alhaji Musa, un homme riche, respecté, un père de famille avec 3 enfants adultes et une épouse qui l'avait soutenu dans la pauvreté comme dans la prospérité. Vera s'en fichait. En quelques semaines, Alhaji mangeait dans sa paume, la couvrant de cadeaux si lourds que même ses voisins chuchotaient. Une nouvelle voiture, une boutique à son nom, des vacances à Zanzibar. Elle l'avait complètement. Et quand l'épouse d'Alhaji, Haji Aïcha, se présenta à la boutique de Vera un après-midi brûlant, Vera ne broncha pas. La femme était vêtue modestement, son visage marqué par l'épuisement et le chagrin. Elle regarda Vera, la voix tremblante. « S'il vous plaît, je vous en supplie, au nom de Dieu, laissez mon mari. Vous détruisez ma famille. » Vera pencha la tête, un petit sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Elle détailla Ajia de haut en bas lentement, comme inspectant des marchandises abîmées. « Peut-être que si vous n'étiez pas si laide, » dit Vera, la voix dégoulinante de moquerie. « Il ne serait pas venu courir vers moi. » Les yeux d'Ajia s'écarquillèrent, mais Vera n'avait pas fini.
Vous arrive-t-il seulement de vous regarder dans un miroir? Vous sentez la vieille soupe. Votre peau est terne. Vos cheveux ressemblent à une éponge mâchée. Un homme comme Alagi mérite d'être entouré de quelqu'un de frais, de beau, de quelqu'un qui sait le garder satisfait. Chaque mot était une lame tranchant la dignité d'Agia. Et au fait, ajouta Vera, se penchant comme pour partager un secret. Il dit que vous êtes un poisson mort au lit. Que la seule excitation qu'il a maintenant vient de rêver de moi. Agia resta figée un moment, les larmes montant à ses yeux. Mon Dieu vous jugera, Vera. Un jour, vous rencontrerez votre maître, et vous regretterez chaque chose que vous m'avez faite. Puis, rassemblant le peu de force qui lui restait, elle tourna les talons et partit. Quelques jours plus tard, la nouvelle se répandit qu'Agia Esha avait fait ses valises et quitté le mariage. Après 3 décennies de loyauté, après lui avoir donné des enfants, après avoir survécu aux années difficiles et maigres, c'était elle qui partait. Vera célébra cette nuit-là. Elle déboucha du champagne dans son appartement, musique à fond, dansant seule dans son salon. Elle se fichait de qui elle détruisait. En fait, plus elle causait de larmes, plus elle se sentait haute. Dans son esprit, elle était intouchable, une force de la nature. Si elles étaient trop faibles pour se battre pour leur mariage, c'était leur problème, pas le sien. Mais Vera ignorait que même les forces de la nature rencontrent parfois quelque chose de plus fort. Et sa propre tempête se rassemblait tranquillement. Un soir, Vera se prélassait au bord de sa piscine quand elle apprit la nouvelle pour la première fois. Alagi Mubarak venait d'être promu sénateur. Il était le sénateur le plus riche et le plus influent. Pouvoir, influence, richesse intouchable. Ce n'était pas juste un homme riche. C'était l'homme. Les lèvres de Vera s'étirèrent en un lent sourire tandis qu'elle faisait défiler des photos de lui sur son téléphone. Grand, robuste, à la peau sombre, avec le genre de prestance que seules des poches profondes et des connexions plus profondes pouvaient acheter. Il sera à moi, pensa-t-elle, sirotant son vin, par n'importe quel moyen nécessaire. Mais Vera savait qu'Alagi Mubarak n'était pas comme les autres. Il avait une épouse aussi influente que lui, une femme que beaucoup craignaient. Son cercle politique était serré, ses mouvements surveillés. Les charmes ordinaires et les regards séducteurs ne suffiraient pas. Elle avait besoin de quelque chose de plus. Cette nuit-là, Vera s'enveloppa d'une belle robe en tissu Ankara et conduisit 2 heures hors de la ville jusqu'à un village où le monde moderne s'inclinait encore devant les anciens dieux. Là, cachée derrière la place du marché et d'épaisses canopées d'arbres, se trouvait la femme qui avait été son arme secrète pendant des années, Mamie, la grande femme de l'esprit des eaux. L'air dans la hutte de Mamie sentait le sel et le feu, lourd de quelque chose qui semblait vivant. Mamie était assise sur son trône de cori et de bois, ses yeux gris perçants et sagaces. « Tu es de retour, » dit Mamie sans tourner la tête, remuant un pot de liquide épais et bouillonnant. « Tu veux quelque chose de plus grand cette fois ?» Vera s'agenouilla sur le tapis tissé sans qu'on le lui dise. « Mamie, » murmura-t-elle. « J'ai besoin de lui. Alagi Mubarak. J'ai besoin qu'il tombe pour moi, qu'il soit fou de moi. Je veux qu'il laisse tout pour moi. » Mamie rit, un son comme une vague s'écrasant contre des rochers. Plus le poisson est gros, plus le prix est profond, enfant. Vera ne broncha pas. Elle avait depuis longtemps décidé que son âme était en prêt sur ce chemin. Le jour où elle avait goûté pour la première fois au pouvoir de faire ramper un homme marié. « Je suis prête, » dit-elle. À l'aube, le rituel était terminé. Mamie l'avait baignée dans un bassin d'eau enchantée, murmuré des mots interdits à ses oreilles, noué une ficelle rouge autour de sa cheville, et pressé une huile étrange dans le creux de sa gorge. « Tu es maintenant la tempête qu'il ne peut fuir, » déclara Mamie. « Mais fais attention, enfant. Plus tu montes haut, plus la chute est dure. » Vera s'en fichait. Les avertissements étaient pour les faibles. Quand elle quitta le village, elle n'était pas juste confiante. Elle se sentait invincible. Elle pouvait presque sentir le pouvoir pulser sous sa peau, électrique, dangereux. 2 jours plus tard, elle s'habilla pour l'événement où elle savait qu'Alagi Mubarak apparaîtrait. Un gala de charité rempli des plus fins de la ville. En entrant dans la salle scintillante, sa robe collant à ses courbes comme une seconde peau, son parfum une arme dans l'air, Vera sourit pour elle-même. Ce soir, le vrai jeu commencerait. Et elle était prête à gagner. La salle de bal miroitait de lumière dorée,
les lustres laissant tomber des gouttelettes de cristal sur des hommes en costumes impeccables, et des femmes drapées de diamants. Vera entra comme une reine sans couronne, mais tout le monde le sentait quand même. Les têtes se tournèrent, les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Même la musique du groupe live sembla s'adoucir un moment, comme si la salle elle-même retenait son souffle pour elle. Mais les yeux de Vera étaient fixés sur une seule cible, Alhaji Mubarak. Il se tenait près de la table du gouverneur, riant de ce rire profond et autoritaire qui résonnait dans la salle. Son agbada était d'un blanc pur, flottant autour de lui comme une robe royale. Sa montre-bracelet seule pouvait acheter une maison à Banana Island. Les lèvres de Vera s'entr'ouvrirent en un petit sourire entendu. Elle ne se précipita pas. Elle bougea comme de la soie, se frayant un chemin à travers la foule, chronométrant parfaitement son entrée. Elle attendit qu'Alhaji lève les yeux une seule fois, et leurs regards se croisèrent. C'était fini. Le pouvoir que Mamie avait versé en elle était vivant maintenant, vibrant dans l'espace entre eux. Son sourire vacilla, son rire se coinça dans sa gorge. Et comme un papillon vers la flamme, Alhaji Mubarak se retrouva à marcher vers elle, oubliant le discours qu'il devait prononcer. Les dignitaires qu'il devait saluer, et surtout, oubliant son épouse qui observait de l'autre côté de la salle. « Bonsoir, belle », dit-il, la voix presque rauque. Vera sourit timidement, jouant son rôle. « Bonsoir, sénateur. Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» demanda-t-il, sachant déjà que la réponse était non, mais désespéré de trouver un fil, n'importe quel fil, pour s'attacher à elle. « Non », dit doucement Vera, son parfum l'enveloppant comme un filet. « Mais j'ai l'impression que nous étions censés l'être. » Il ne fallut pas longtemps avant qu'il abandonne complètement le gala. Ils s'assirent seuls dans un salon privé à l'étage, le champagne coulant comme de l'eau, Vera riant doucement à ses blagues, effleurant ses doigts contre sa main juste assez pour laisser sa peau brûler. Alhaji Mubarak était fichu. À la fin de la nuit, elle lui donna son contact. « Ça semble différent », murmura-t-il, la voix épaisse d'un mélange d'émerveillement et de luxure. Vera se pencha, laissant son souffle chatouiller son oreille. « Parce que ça l'est », chuchota-t-elle. Quand elle revint à sa voiture, elle avait déjà 3 appels manqués de lui. Elle sourit dans le noir, jetant son sac sur le siège passager. Un autre foyer sur le point de brûler. Mais au fond, quelque chose semblait différent cette fois. Leur relation s'épanouit comme une fleur interdite. Sauvage, imprudente, et à couper le souffle. Alhaji Mubarak devint obsédé. Ce n'était pas assez de voir Vera une fois par semaine ou 2. Bientôt, il exigea sa présence quotidienne. Petits déjeuners matinaux dans des appartements secrets, longs après-midi cachés dans des hôtels de luxe, appels tardifs où il suppliait juste d'entendre sa voix. Il la gâta d'une manière qui faisait passer ses anciens amants pour des amateurs. Une nouvelle Range Rover avec son nom sur les papiers, un duplex niché au cœur de l'Équis, un flux constant de dollars enveloppés dans des boîtes de velours. En public, il restait le sénateur parfait, digne, respectable. Mais dans les bras de Vera, il était un homme défait. Il l'appelait sa paix, son addiction, son second souffle. Vera, pour une fois, se retrouva prise au jeu, elle aussi. Il n'était pas juste riche. Il était puissant. Les hommes se levaient quand il entrait dans les pièces. Les femmes baissaient la tête en respect. Les gouverneurs lui chuchotaient. Les hommes d'affaires cherchaient son approbation. Et tout ce pouvoir, toute cette grandeur intouchable s'inclinait tranquillement à ses pieds. Vera savait qu'elle avait gagné. C'était plus grand que tout ce qu'elle avait goûté, et elle ne comptait pas lâcher. Sans savoir que cette fois, c'était elle qui s'était fait prendre. C'était un jeudi soir quand Alhaji Mubarak appela. « Ma reine », dit-il de cette voix profonde et sirupeuse qui faisait toujours sourire Vera. « Viens à la maison. Je veux te cuisiner le dîner moi-même. » Vera manqua lâcher son téléphone de rire. Un sénateur entier qui cuisine. « Et ta femme ?» Le taquina-t-elle, enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt. « Tu veux que je vienne et que je sois découpée en morceaux par une madame jalouse ?» Alhaji rit. « Détends-toi, mon amour. Elle est partie ce matin. Réunion d'affaires à Abuja. C'est juste toi et moi. » L'idée était tentante, trop tentante. Il y avait un certain frisson à entrer dans l'antre du lion. Alors Vera s'habilla soigneusement cette nuit-là,
choisissant une simple robe de soie séduisante qui murmurait des promesses à chaque pas tandis que son Uber s'engageait dans l'immense mansion du sénateur. Le cœur de Vera battait d'excitation. Les portes s'ouvrirent sans hésitation. Les gardes, déjà briefés, s'inclinèrent respectueusement. « Regarde ma vie », pensa-t-elle, souriant avec suffisance. De maîtresse à reine. À l'intérieur, la maison était d'un calme élégant, lumière tamisée, œuvre d'art coûteuse. Et il y avait Alagi, portant un cafetan décontracté, attendant au pied des escaliers avec un sourire juvénile. « Ma reine », dit-il, l'attirant dans un baiser profond et affamé. « Bienvenue à la maison », la guida-t-il jusqu'à la table à manger où 2 assiettes étaient déjà servies. Poisson grillé, riz jollof, jus fraîchement pressé. « Ah ah », taquina Vera, s'installant dans le fauteuil en cuir. « Tu prévois déjà de m'épouser ?» Alagi rit encore, mais il y avait quelque chose de tendu dedans. Quelque chose que Vera était trop ivre d'orgueil pour remarquer. Ils mangèrent. Ils burent du vin. Ils flirtèrent. Il la nourrit de ses mains. Elle le nourrit des siennes. La chimie entre eux était magnétique, électrique, dangereuse. Puis il se leva et dit, « Monte à l'étage. Je veux te montrer quelque chose. » Riant, Vera suivit. La chambre principale était plus grande que tout son appartement. Accessoires dorés, tapis moelleux, un lit king size qui pouvait contenir un village entier. Vera glissa hors de ses talons, s'enfonçant dans la douceur. « Attends ici », dit Alagi, la voix basse. Vera s'étira luxueusement sur le lit, se sentant comme un chat qui avait avalé tous les canaris du monde. Et puis, clic, le son de la porte qui se verrouille de l'extérieur. Vera fronça les sourcils, se redressant lentement. « Alagi », appela-t-elle, riant nerveusement. Pas de réponse. Soudain, la porte de la salle de bain grinça. Debout là, enveloppée d'un pagne rouge sang, la tête nouée d'un foulard féroce, se tenait Ajia Salamatu, l'épouse d'Alagi Mubarak. Son visage était calme, trop calme, ses yeux mortellement immobiles. Le sang de Vera se glaça. Ajia Salamatu entra dans la pièce, réduisant lentement la distance comme un chasseur approchant un animal piégé. « Tu as mangé ma nourriture », dit doucement Ajia. « Tu as dormi dans mon lit. » Maintenant, son sourire s'étira largement. « Accueillons-toi correctement. » La bouche de Vera s'ouvrit pour crier, mais aucun son n'en sortit. Parce qu'à ce moment, elle réalisa qu'elle n'était pas la chasseuse ce soir. Elle était la proie. Le silence dans la pièce était épais, pesant contre la peau de Vera comme un second poids. Les yeux d'Ajia Salamatu ne clignaient pas, ne vacillaient pas. « Vas-y », dit-elle doucement, presque tendrement, pointant le lit. « Montre-moi comment tu prends ce qui est à moi. » Vera resta figée, l'esprit en course, le cœur cognant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Ça devait être un piège, une mise en scène cruelle, un guet-apens pour l'humilier. Mais alors, depuis l'embrasure, Alagi Mubarak revint dans la pièce d'un pas nonchalant, son cafetan lâche, son sourire large. Il n'était pas en colère. Il n'était pas choqué. Il était amusé. « Viens, ma reine », dit-il, tapotant le lit avec un rire. « Où as-tu perdu ton feu ?» La gorge de Vera se dessécha. Elle regarda d'Alagi à Ajia, confuse, humiliée, effrayée. Mais Ajia se contenta de s'adosser dans le fauteuil près de la fenêtre, croisant les jambes proprement, les observant comme un public impatient attendant le début du spectacle. L'orgueil de Vera, cet orgueil dangereux et têtu, ne lui permit pas de reculer. Elle sourit crispée, laissant la robe de soie glisser de ses épaules, et grimpa sur le lit. Au moment où leurs corps se touchèrent, Alagi éclata de rire. Un rire profond, venant du ventre, qui secoua les murs. Mais Vera se força à se concentrer. Elle bougea contre lui comme elle l'avait fait avec d'innombrables autres. Lentement, sensuellement, calculée. Les minutes s'étirèrent en éternité. Alagi gémissait et murmurait des louanges obscènes, la serrant fort comme si elle était l'air dont il avait besoin pour respirer. Tout le temps, Ajia Salamatu restait immobile, observant chaque poussée, chaque baiser, chaque allaitement désespéré. Son visage restait serein, ses yeux froids comme l'hiver. Vera essayait de ne pas la regarder, essayait de bloquer la honte qui brûlait sa peau, mais c'était impossible. Comment pouvait-elle oublier qu'elle se produisait pour l'épouse de l'homme qu'elle essayait de voler ?
Plus de 40 minutes plus tard, ce fut fini. Un chaos de sueur, de draps emmêlés, et de respiration maladroite. Vera s'effondra à côté d'Alagi, le cœur battant, le corps épuisé. Mais le pire restait à venir. Agia Salamatu se leva, lissant son pagne et parla encore, la voix basse et tranchante comme une lame. « Va te doucher, dit-elle, les lèvres incurvées en un mince sourire. Nous avons encore une surprise pour toi. » L'estomac de Vera se tordit violemment. Elle jeta un regard à Alagi pour se rassurer, mais il rit seulement et la fit signe vers la salle de bain attenante. Comme une marionnette, elle obéit, les jambes tremblantes en traversant la pièce. La salle de bain était grandiose, sol en marbre, robinet doré, une baignoire qui pouvait contenir 3 personnes. Vera ouvrit la douche et entra sous le jet, espérant que l'eau chaude laverait la honte rampante sous sa peau. Mais même tandis que l'eau battait, elle le sentait, quelque chose n'allait pas terriblement. L'air lui-même semblait s'épaissir, pulser de quelque chose de sombre et d'invisible. Elle ferma les yeux, inspira profondément. Peut-être que ce sont juste les nerfs, se dit-elle. Peut-être qu'ils veulent juste me faire peur. Elle finit rapidement, s'enroulant dans une serviette. Quand elle ouvrit la porte pour sortir, elle se figea. Alagi Mubarak et Agia Salamatu l'attendaient, mais ils ne souriaient plus. Entre eux se tenait une étrange figure drapée de rouge, le visage caché sous des couches de craie blanche, un prêtre, un conjureur, et dans sa main il tenait une petite chaîne rouillée. Le sang de Vera se glaça. La surprise n'était pas une voiture, pas d'argent, pas un autre cadeau. Non, c'était quelque chose d'autre entièrement. Quelque chose dont elle ne sortirait jamais. La pièce sentait différent. Elle était plus froide, plus lourde, comme si l'air lui-même était épais de quelque chose d'invisible et de cruel. Les pieds nus de Vera hésitèrent au seuil. Elle serra la serviette plus fort autour de son corps tandis qu'Alagi, Agia et le prêtre la guidaient sans un mot. Au début, elle ne voyait pas clairement. Puis ses yeux s'ajustèrent, et là, enchaîné à un poteau en fer poli, se tenait un massif Rottweiler. Le chien était assis d'une immobilité anormale, sa fourrure noire luisante, ses yeux brillant d'un calme étrange, presque humain. Pas de grognement, pas d'aboiement, juste un silence calme et effrayant qui fit ramper la peau de Vera. Avant qu'elle ne trouve sa voix, Agia pointa une main ferme vers l'animal et parla. Sa voix basse, froide et absolue. « Fais-lui l'amour. » Le cœur de Vera s'arrêta. Pendant une seconde, elle crut avoir mal entendu. Elle cligna rapidement des yeux, les oreilles bourdonnantes d'incrédulité. « Quoi » halta-t-elle, reculant instinctivement. Alagi rit seulement, mais ce n'était pas le rire chaleureux et taquin qu'il lui donnait avant. Ce rire était creux, plein de moquerie. « Tu l'as entendu, » dit Alagi, croisant les bras sur sa poitrine. « Tu as goûté ce qui m'appartient. Maintenant, tu dois finir ce que tu as commencé. » Le prêtre murmura quelque chose sous son souffle, une série de mots que Vera ne comprenait pas. Les chaînes du chien cliquetèrent légèrement, pas par mouvement, mais presque comme en réponse au chant. Vera secoua la tête violemment. « Non, non, vous ne pouvez pas être sérieux, » cria-t-elle, reculant plus, la panique inondant son corps. Mais aucun d'eux ne broncha. Aucun ne sourit. « Tu le feras, » dit simplement Agia, ses yeux perçant Vera comme une lame. « Ou tu quitteras cette maison d'une manière que tu ne peux imaginer. » Vera sentit les murs se refermer sur elle. Sa respiration venait en halètements courts et aigus. La pièce tournait. Ce n'était plus de la séduction. Ce n'était plus du pouvoir. Ce n'était pas la vie glamour et dangereuse dont elle s'était vantée. C'était autre chose entièrement. C'était le mal. Les larmes montèrent à ses yeux. Ses lèvres tremblèrent. Elle serra la serviette plus fort, secouant la tête encore et encore. « Je ne peux pas » murmura-t-elle. Le prêtre fit un pas en avant, levant la chaîne rouillée qu'il tenait. Celle que Vera ne l'avait pas vue glisser à son poignet. À cet instant, elle comprit. Elle n'avait pas le choix. Le glamour, l'argent, les voitures, les vêtements de créateur, tout l'avait menée ici, dans cette pièce, à ce moment, à cette horreur impensable. Le silence s'étira insupportablement. Le Rottweiler l'observait sans cligner, sa respiration lourde le seul son dans la pièce. Vera se tenait là, brisée, piégée, dépouillée de tout son pouvoir imaginé, tremblante devant les gens qu'elle pensait autrefois contrôler. Ce n'était plus un jeu.
C'était une punition, et elle ne faisait que commencer. Vera se tenait là, le cœur battant si fort qu'elle entendait à peine les chants du prêtre. Il n'y avait pas d'échappatoire. Elle le savait. Au fond de son âme. Elle savait que si elle refusait, il la ruinerait, la briserait au-delà de toute réparation, peut-être même mettrait fin à sa vie là, et personne n'oserait poser de questions. Pas avec le pouvoir d'Alagi, pas avec les yeux froids et impitoyables d'Agia qui la transperçaient. Alors Vera le fit. Morte à l'intérieur, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle leur obéit. La pièce semblait irréelle, comme si elle flottait hors de son corps, regardant un film d'horreur qu'elle ne pouvait arrêter. La honte, la révulsion, l'éclatement final de tout orgueil qui lui restait. Tout pesait sur elle, l'étouffant, la dévorant de l'intérieur. Quand ce fut fini, elle rampa loin du chien, serrant la serviette autour de son corps tremblant, brisée et humiliée au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Mais ce n'était pas fini. Pas encore. Sans un mot, Agia Salamatu ramassa un long fouet en cuir du coin de la pièce comme s'il y attendait tout le temps. D'un mouvement rapide et exercé, elle frappa Vera dans le dos. Vera hurla, tombant à genoux. Le son résonna dans la pièce froide, mais aucune pitié ne suivit. « Tu penses pouvoir prendre ce qui m'appartient ?» La voix d'Agia était tonitruante, chargée de fureur. « Tu penses pouvoir détruire mon foyer et partir en souriant ?» Elle abattit le fouet encore et encore. Chaque coup déchirait la peau de Vera comme du feu. Vera sanglota, couvrant sa tête, essayant de se recroqueviller. Mais les coups pleuvaient sans merci. Puis, à travers sa vision floue, elle vit Alagi rire. Rire comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait vue, il se joignit à elle. Il ramassa un autre fouet du prêtre et ensemble, mari et femme la battirent comme si elle était un animal, une chose. « Tu ne t'approcheras plus jamais de mon mari. » Agia cracha entre les coups. « Ni dans cette vie, ni même dans tes rêves. » Quand ils eurent fini, Vera gisait tremblante sur le sol de marbre froid, son corps une carte de marque brûlante. Le prêtre murmura un dernier chant sous son souffle et fit un geste de renvoi. Elle était libérée. Pas d'excuses, pas d'explication, juste une porte grande ouverte. Vera se traîna sur ses pieds, serrant encore la serviette déchirée, son corps hurlant d'agonie. Elle tituba hors de la mansion, pieds nus, meurtrie, brisée, la grande porte béante comme pour la narguer. L'air nocturne lui gifla le visage, cruel et froid. Son téléphone était mort. Pas de voiture, pas de trajet. Elle ne pouvait même pas penser assez clairement pour demander de l'aide. Alors, elle fit la seule chose possible. Elle courut à travers les rues vides, sous les lumières clignotantes des réverbères, pieds nus et saignants. Elle courut. Chaque pas envoyait des éclairs de douleur à travers son corps, mais elle ne s'arrêta pas. Les larmes et la honte brouillaient sa vision, mais elle ne s'arrêta pas. Elle avait chassé les hommes mariés pour le pouvoir. Elle avait grimpé au sommet avec orgueil. Maintenant, elle apprenait que certaines hauteurs viennent avec une chute si profonde que tu ne te retrouves peut-être jamais. Et Vera venait juste de commencer sa chute. Quand Vera atteignit enfin son appartement, c'était presque l'aube. Elle tripota ses clés, les doigts tremblants si fort qu'il fallut plusieurs essais pour les insérer dans la serrure. Dès que la porte s'ouvrit, elle ne prit pas la peine d'allumer les lumières. Elle tituba droit dans la salle de bain, arracha la serviette déchiquetée, et se jeta sous la douche froide. L'eau glacée s'écrasa sur sa peau. Mais ce n'était pas assez. Elle attrapa une éponge et du savon et commença à frotter violemment, désespérément, comme si elle pouvait effacer la nuit, la honte, l'humiliation. Elle frotta jusqu'à ce que sa peau devienne rouge et irritée, jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa chair, jusqu'à ce que sang et eau se mélangent et tourbillonnent dans le siphon. Elle voulait s'arracher de son propre corps. Des sanglots secouèrent sa poitrine. Des cris profonds et gutturaux qu'elle ne pouvait plus contrôler. Vera, l'intouchable, l'orgueilleuse, la séductrice, n'était maintenant qu'une fille brisée griffant sa propre peau, se noyant dans la haine de soi. « Comment suis-je arrivée là ?» murmura-t-elle entre les halètements, le front pressé contre les carreaux froids. Les souvenirs de tous les foyers qu'elle avait détruits inondèrent son esprit. Les épouses en larmes, les enfants brisés, les familles dont elle avait ri de ruiner. Chaque mot moqueur qu'elle avait lancé à une femme en pleurs lui revenait maintenant, plus fort, plus tranchant. « Je suis pire que toutes, pensa-t-elle amèrement. Je suis le monstre dont j'ai toujours ri.
Elle frotta plus fort, les larmes se mêlant à l'eau, mais aucune quantité de savon ne pouvait laver la saleté intérieure. L'argent, les hommes, les faux sourires. Tout ne signifiait plus rien maintenant. Pour la première fois de sa vie, Vera se haïssait. Vraiment, profondément haïssait qui elle était devenue. Le regret la rongeait comme des chiens sauvages, sauvages et implacables. Si elle pouvait remonter le temps, elle le ferait. Si elle pouvait effacer le chemin qu'elle avait pris, elle le ferait. Mais il était trop tard. Les cicatrices étaient déjà gravées dans son corps, dans son âme. Et Vera savait que certaines taches, peu importe combien tu frottes, ne partent jamais. Elle garda ce qui s'était passé pour elle. Elle n'en parla même pas à sa mère ou à ses rares amis parce qu'elle l'avait mise en garde, mais elle pensait être intouchable. 3 semaines passèrent, mais Vera ne vivait plus. Elle existait à peine. Elle mangeait à peine. Elle dormait à peine. Chaque nuit était hantée par des cauchemars. Vision des yeux froids d'Agia. Le rire moqueur d'Alagi. Les chants murmurés du prêtre. La rencontre avec le chien. Les marques de fouet brûlaient encore sur sa peau. Mais c'était la honte qui la dévorait vraiment. Puis vint le matin qui brisa ce qu'il lui restait. Elle se réveilla avec une démangeaison et une brûlure insupportable entre les cuisses. Confuse et paniquée, elle se rua dans la salle de bain, baissa sa culotte et se figea. Des asticots, de minuscules asticots blancs grouillants rampant sur sa partie intime. Un cri étranglé jaillit de sa gorge. Elle les frappa, frotta, pleura, griffa, mais il continuait à venir, jaillissant de son corps comme une malédiction vivante. Vera s'effondra sur le sol de la salle de bain, tremblant violemment. Elle savait que ce n'était pas naturel. Ce n'était pas une infection. C'était une punition. Se traînant, elle enfila une robe ample et tituba hors de son appartement, pieds nus encore une fois, se dirigeant vers le seul endroit qui pourrait offrir des réponses. Le sanctuaire de Mamie. Le trajet sembla interminable. Les rues se brouillèrent. Son cœur battait plus fort que la circulation. Quand elle trébucha enfin dans la petite hutte sombre, Mamie l'attendait déjà, le visage sévère. Vera tomba à genoux, sanglotant de manière incontrôlable. « Mamie, aide-moi, s'il te plaît. Je meurs » cria-t-elle, essayant de soulever sa robe pour montrer l'horreur qui grandissait sur son corps. Mamie ne jeta même pas un regard. Elle secoua seulement la tête lentement, tristement, comme pleurant quelque chose déjà perdu. « Tu aurais dû venir la nuit où c'est arrivé, » dit Mamie, la voix basse, lourde de reproches. « Je t'avais dit que plus tu montes haut, plus la chute est dure. » Vera griffa la terre sous elle, ses larmes se mêlant à la poussière. « Je ne savais pas. J'avais peur. Je n'ai pas réfléchi, Altatéel. » Les yeux de Mamie étaient vides de pitié. « Tu as été utilisé pour un rituel, » dit-elle platement. « Cette femme et son mari. Ils ne sont pas ordinaires. Ils ont nourri ton corps et ton esprit à quelque chose de plus ancien, de plus sombre que tout ce que tu comprends. » Vera gémit, se balançant d'avant en arrière. « Mais tu peux me sauver, Mamie. Tu dois me sauver. » La vieille femme se leva, sa silhouette encadrée par les bougies vacillantes. « Il est trop tard, » dit froidement Mamie. « Tu n'es pas venue quand les esprits négociaient encore. Maintenant, ton sort est scellé. » Vera hurla, un son brut et animal de désespoir. Mais il n'y avait personne pour l'entendre. Pas d'amis, pas de famille. Elle avait bâti son empire sur des foyers brisés et des amours volés, et maintenant le sol sous elle s'effondrait. Mamie lui tourna le dos, marchant plus profondément dans les ombres du sanctuaire. « Tu as chassé les hommes mariés comme un sport, » dit-elle par-dessus son épaule. « Maintenant, tu es la chassée. » Et avec cela, Vera fut laissée seule, brisée, saignant, et portant une malédiction qu'elle ne pouvait plus fuir. Vera courut du sanctuaire de Mamie pieds nus, serrant encore la robe déchirée contre son corps, haletant entre des sanglots amers. Son corps brûlait. Son âme semblait pourrir de l'intérieur. Elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner, pas d'amant riche, pas d'amis, juste un espoir désespéré. Dieu. Peut-être que Dieu me sauvera. Elle tituba dans la première église qu'elle trouva. Une petite église pentecôtiste nichée entre des boutiques en ruine sur une rue isolée. Les lourdes portes en bois grincèrent quand elle les poussa pour entrer. Quelques guerriers de prière étaient rassemblés à l'autel, en pleine intercession de minuit.
Les têtes se tournèrent quand ils la virent. Trempée de sueur, les pieds couverts de poussière, les yeux sauvages et creux comme une femme fuyant l'enfer lui-même. « Aidez-moi » halta-t-elle, s'effondrant à l'autel. « S'il vous plaît, aidez-moi. Ils veulent me tuer. » Le pasteur principal se précipita. Ils se rassemblèrent autour d'elle, posant les mains, élevant des prières urgentes. L'épouse du pasteur la couvrit d'un pagne, tandis que d'autres ognaient son front d'huile. Mais au moment où ils la touchèrent, Vera convulsa violemment. Elle hurla, un son si anormal qu'il fit taire toute l'église. Quelque chose en elle, quelque chose de sombre et de vicieux, riposta. Elle est liée par des alliances, cria le pasteur, la sueur coulant sur son visage. Des alliances profondes, de sang et d'esprit. Les guerriers de prière intensifièrent leurs cris. Pendant des heures, ils luttèrent, mais les esprits refusaient de la lâcher. Des lèvres de Vera jaillirent des malédictions dans des langues étranges qu'elle ne connaissait pas. Son corps se tordait et se pliait de manière anormale. Pourtant, les asticots continuaient à grouiller de son corps, preuve visible du rituel dans lequel elle avait été nourrie. Même certains guerriers de prière reculèrent d'horreur. À l'aube, Vera gisait immobile sur le sol froid, respirant à peine. Le pasteur s'agenouilla à côté d'elle, épuisé, la voix lourde de chagrin. « Ma fille, dit-il doucement, tu es allée trop loin. Tu t'es vendue trop profondément. Tu es entrée dans des eaux où nous ne sommes pas censés marcher. » Des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'il regardait sa forme pitoyable. « Nous continuerons à prier pour toi, mais certains dommages. » Il secoua la tête. « Certains dommages exigent que tu marches à travers le feu toi-même. » Ils lui firent un lit à l'arrière de l'église. L'épouse du pasteur la nourrit de peu à queue, mais Vera pouvait à peine bouger, à peine parler. Sa beauté, autrefois son arme la plus grande, s'effaçait vite. Sa peau autrefois éclatante semblait maintenant pâle et craquelée. Ses yeux, autrefois pleins d'arrogance, étaient maintenant ternes, distants. 3 jours passèrent. Chaque matin, elle se réveillait plus faible que la veille. L'odeur de la mort collait à son corps, peu importe comment il la lavait. Ses cris devinrent plus doux jusqu'à n'être que des murmures. Elle était encore vivante, mais à peine. Et tandis qu'elle gisait là, fixant le plafond fissuré de l'église, Vera savait que c'était sa punition. C'était la dette qu'elle devait pour chaque foyer qu'elle avait démoli. Pour chaque larme qu'elle avait moquée, pour chaque avertissement qu'elle avait ri. Maintenant, elle était seule, indésirée, non réclamée. Un fantôme vivant de son ancien moi, et même la mort, pas encore, ne voulait pas la prendre. Les jours devinrent des semaines. Vera resta dans l'église, une ombre de qui elle avait été. Sa peau autrefois impeccable était maintenant décolorée, rongée par endroits. Ses cheveux s'amincirent, ses joues se creusèrent, sa beauté autrefois éblouissante n'était plus qu'un souvenir. Elle passait le plus clair de son temps allongée sur un mince matelas à l'arrière de l'église, fixant le vide, son corps trop faible pour bouger. Le pasteur et son épouse continuaient à prier sur elle, la nourrissant peu à peu, mais la guérison ne venait pas. Un soir pluvieux, alors que le tonnerre grondait au loin, Vera murmura pour que le pasteur s'approche. Il s'agenouilla à côté d'elle, sa main reposant doucement sur la sienne, des larmes montèrent aux yeux enfoncés de Vera. Sa voix n'était qu'un râle. « J'étais méchante, croassa-t-elle. J'ai détruit des foyers, ri des épouses en pleurs. J'ai moqué Dieu. » Le pasteur serra doucement sa main, l'encourageant silencieusement à continuer. Les larmes de Vera coulèrent librement maintenant, se mêlant à la sueur sur son front. « Si Dieu peut m'entendre, dites-lui que je suis désolée. Je n'ai plus rien. Pas même moi-même. » La pluie martelait plus fort dehors, comme si le ciel lui-même pleurait avec elle. À ce moment, dépouillée de beauté, d'orgueil, de pouvoir, de tout, Vera fit quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment fait avant. Elle se rendit. Pas les fausses excuses qu'elle donnait quand elle était prise. Pas les prières orgueilleuses demandant plus de richesse, mais un vrai repentir nu des profondeurs brisées de son âme. Le pasteur ferma les yeux et pria doucement, pleurant en demandant à Dieu la miséricorde. Pas de vision, pas d'ange descendant, juste un silence lourd et douloureux et une paix tranquille qui remplit lentement la pièce. Vera sourit faiblement, un sourire fragile, presque enfantin. C'était la première fois qu'elle souriait en semaine. « Merci, » murmura-t-elle. Plus tard cette nuit-là, Vera ferma les yeux pour la dernière fois.
Elle s'éteignit tranquillement sans lutte, sans peur. Pas comme la femme orgueilleuse et destructrice qu'elle avait été, mais comme une âme qui avait enfin trouvé l'humilité à la toute fin. L'Église tint un petit service pour elle. Aucune famille ne vint, aucun homme riche ne vint, juste le pasteur, son épouse, et quelques guerriers de prière, les seuls qu'il avait vus à son plus bas, et l'avaient assez aimé pour se battre pour son âme. Et ainsi l'histoire de Vera se termina non dans la gloire, non dans les richesses, mais dans une rédemption brute et douloureuse. Un avertissement final écrit dans le silence. Personne ne se moque de Dieu et n'en sort indemne. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.